Donc, nous sommes en compagnie de Fabrice, donc, qui gère, c'est ça, on peut dire ça comme ça, donc la ressourcerie La Gaillarde. Ressourcerie Gaillarde. Ressourcerie Gaillarde. J'avais le camion à côté, j'ai essayé de bien le lire, mais il y avait une barrière. Bon, et donc nous sommes là cet après-midi, donc on devait être là samedi et avoir un petit événement en plus de cette rencontre. Donc ça n'a pas pu se faire par rapport au camion, donc on est quand même venu et Fabrice nous prend un peu de temps malgré beaucoup de monde dans le magasin notamment et la gestion du reste qu'il y a à faire, donc merci déjà. Alors si tu peux nous expliquer un petit peu Fabrice qui tu es dans cette ressourcerie et puis qu'est-ce que cette ressourcerie à Brive-la-Gaillarde. Et ben moi je suis donc Fabrice Rougerie, je suis directeur de la ressourcerie Gaillarde, donc qui est une association, donc un conseil d'administration. On est une association classique dans la forme, conseil de gouvernance traditionnelle pour les associations, conseil d'administration, une équipe salariée. Donc, je suis directeur et on est une trentaine de salariés aujourd'hui. L'association a été créée en 2017. À l'origine de l'association, il y avait un projet d'une structure dans laquelle je travaillais précédemment, une structure d'insertion, une structure qui s'appelle Arbre, qui est spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets sur le bassin de Brive. Et donc moi je travaillais là-bas, j'étais responsable d'exploitation et on m'avait demandé dans le cadre de ma fonction de travailler à la création d'un nouveau service. Donc comme cette structure travaillait dans les déchets, j'avais pensé à une ressourcerie, à la fois parce que c'est dans des choses, des équipements que j'avais pu rencontrer dans mes expériences professionnelles passées. Je trouvais que c'était assez intéressant sur ce que ça produisait sur un territoire, ces ressourceries, ce que ça pouvait mélanger comme énergie et initiative, à la fois en termes d'insertion, mais aussi d'initiatives d'éducation populaire, pour faire simple, de rencontres, de bénévolat, de mixité d'initiatives. Et donc du coup j'ai travaillé pendant quelques temps sur ce projet. Et au fil du temps il est apparu que ça paraissait plus pertinent de créer une structure ad hoc. Et donc ce qu'on a fait avec les gens du conseil d'administration que j'avais rencontrés à l'époque, Axel Herman qui en est le président, d'autres personnes que je ne vais pas citer parce que ça serait trop long, mais donc c'est un projet collectif. Et donc on a créé la structure, on a été agréé, puisque on est une structure d'insertion, donc on a été agréé par la Directe en juillet 2017 et on a ouvert en octobre 2017. Et depuis, donc, on a un local, un lieu sur Brive, Condou. On n'a pas d'aide de la collectivité ou des collectivités territoriales, on a une aide de l'État qui est importante, et d'autres structures comme la région, par exemple, qui nous ont aidés au titre de l'insertion à créer cette structure. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on est une trentaine de salariés, donc ils se partagent entre des équipes encadrantes et de gestion administrative, dont je fais partie, des encadrants techniques, des personnes en parcours d'insertion et des personnes ensuite qui travaillent sur la sensibilisation à la réduction des déchets, pour faire simple. Donc on essaie à la fois d'accompagner des personnes dans leur parcours d'insertion, soit les accompagner vers un emploi, soit les remettre en selle, soit leur donner une activité, leur donner une raison d'être, parce qu'il y a ça, je crois profondément dans le travail, une raison de se lever, d'être dans une équipe, de participer. C'est pas toujours simple. Sur la partie d'insertion, il y a un nombre d'heures maximum que doivent faire les personnes. Elles peuvent. Alors en fait, un contrat d'insertion, c'est 2 ans maximum. Donc c'est un agrément que donne Pôle Emploi pour 2 ans maximum. Et l'idée, c'est que les gens soient partis avant les 2 ans. En général, ils sont partis avant, même si pour certaines personnes de plus de 50 ans notamment, c'est quand même compliqué de se remettre en selle. Sur des postes de 24 à 32 heures. Voilà, de 24 à 32 heures. Idéalement, il y a beaucoup de gens qui passent à 32 heures, mais les personnes qu'on essaie de faire passer plus à 32 heures, c'est des gens qui ont peu de perspectives d'emploi.
parce qu'à 24 heures, ça laisse du temps pour aller faire des missions d'intérim, pour aller faire des stages, pour rechercher un job ou une formation, voilà, pour être dans une dynamique de recherche. Mais il y a quand même une forte minorité de personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec le marché de l'emploi. Donc là, il y a un gros travail à faire qui me dépasse, hein, mais qui serait peut-être de trouver des solutions durables d'emploi aidé et utile à la collectivité pour cette personne. Ouais, parce qu'il y a quand même une certaine, pour ce type de personne, si je puis dire, une première reconnaissance, c'est d'avoir un contrat, travailler, gagner quelque chose et de se remettre un petit peu à vivre, je dirais, en collectivité avec des personnes, avec qui ne sont pas forcément la famille, et de se dire, bah tiens, on peut imaginer aussi quelque chose d'autre après, quoi. Oui. Ça c'est important, quoi. Pas de se dire, bah, on attend la fin de contrat, puis après il y a le stress parce que la fin de contrat arrive et qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Il n'y a plus rien, etc. Et puis après, évidemment, dans le circuit, bah, vous avez déjà fait un contrat d'insertion, donc on ne peut pas vous remettre tout de suite, il faut attendre. C'est ça. Ça devient compliqué, quoi. Oui, on en voit beaucoup. On reçoit beaucoup de candidatures de personnes qui enchaînent des contrats d'insertion depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui, alors moi je ne parlerai pas du tout de confort, hein, c'est au contraire justement pour ces personnes elles sont dans une grande fragilité, et donc on sent bien que le moindre risque qu'elles pourraient prendre pourrait mettre en danger le peu de sécurité qu'ils ont pu créer, c'est-à-dire un logement pour eux et pour leur famille quand ils en ont, et donc partir en formation à Bordeaux pendant 6 mois. Sur le papier, ça peut paraître simple, de dire ok, tu pars pour créer quoi, et tu pars pour après faire quoi. Voilà. Donc il y a tous ces éléments qui sont quand même à prendre en compte dans l'accompagnement des personnes, voilà, qui sont des difficultés. Donc on ne fait pas de miracle, mais on avance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on essaie de développer on essaie de mettre en place des formations à la citoyenneté, par exemple. Donc, comme on propose des ateliers zéro déchet, des ateliers de fabrication de meubles en palette, etc., mais on essaie d'impliquer, depuis cette année, on implique les personnes salariées dans ces ateliers. Parce que souvent, elles ont des préoccupations qui sont assez lointaines pour elles, de trier les déchets, le sens que ça peut avoir la place dans la collectivité, très décalé, quel sens ça peut avoir de faire attention aux choses, de faire attention à la société quand on considère que la société ne fait pas tellement attention à soi. Voilà. Oui, puis je dirais tout simplement la terre, quoi, de manière générale. Quand on s'occupe de la terre, d'une certaine façon, on s'occupe mieux de soi aussi, quoi. À partir du moment où on reprend les bases et qu'on se dit finalement ça a de l'utilité parce que ça amène telle et telle chose ou tel et tel, je dirais, confort de vie pour tout le monde, on a l'impression aussi de faire quelque chose de bien finalement, au-delà même de gagner aussi de l'argent. Évidemment, c'est le premier truc parce qu'il faut vivre, il faut manger, dormir. Ça, c'est les premières choses, mais il y a quelque chose d'autre aussi utile dans ce qui est fait ici. Effectivement, par exemple, ce type d'atelier. Donc, si je comprends bien, donc, il y a le premier axe finalement d'orientation sur les déchets, puis donc vers les ressourceries et donc la ressourcerie. Donc, c'est une association qui n'est pas, je dirais, c'est pas municipal, quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment une association de personnes qui a défini. On se met là-dedans et on va faire des choses autour de ça. Au-delà même de la récolte finalement des déchets et de leur transformation ou de la remettre sur le marché, si je puis dire, y a-t-il d'autres choses? Donc j'ai entendu atelier qui s'organisent aujourd'hui à la ressourcerie. Oui, donc nous on a ce programme d'atelier régulier, donc on fait environ 150 par an à destination des particuliers, et on organise également des événements où on participe à des événements nationaux, type la Semaine européenne de réduction des déchets.
des événements de sensibilisation. Et donc jusqu'en 2020, on organisait aussi des événements, parce que l'idée c'est aussi de faire se croiser les gens, se rencontrer, peut-être être à l'origine de l'initiative, d'être un lieu où des gens peuvent se rencontrer, des gens différents peuvent se rencontrer. Et donc des concerts, des disco-soupes, des conférences. Voilà. Donc, en 2020, c'est un peu, du fait de l'année particulière que nous vivons, c'est un peu plus compliqué. Mais on va continuer à travailler là-dessus parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est un élément très important de croiser les publics. Donc il y a l'insertion, il y a le médico-social, les personnes en difficulté psychique, avec qui on pourrait faire des choses. Et comme ça se fait ailleurs, je crois que l'État est conscient de ce qui peut, du levier que ça peut représenter pour les territoires et que, une fois, enfin, c'est vrai que l'État n'a pas toujours bonne presse, hein, mais dans le secteur associatif. Mais en tout cas, là, je trouve qu'il y a vraiment, pour une fois, il y a une volonté politique qui peut être intéressante. Il y a des modèles économiques qui peuvent être intéressants à saisir quand ils sont mixtes, c'est-à-dire que quand on mélange l'entreprise et l'insertion et l'associatif pour l'intérêt commun. Alors, on essaie de développer un peu de réparation, c'est dans nos perspectives de développement, nos potentiels de développement. Il y aurait la réparation d'électroménagers. Donc un petit repair café. Voilà, par exemple, on en organise des repair cafés. Après, pour ce qui est de la réparation avec la garantie, il faut du personnel formé. Donc actuellement les seules personnes qu'on a qui sont en capacité de faire ce genre de choses, c'est un monsieur qui est syrien, qui ne maîtrise pas bien la langue, donc c'est compliqué pour la formation. Mais bon, il y a des choses à faire pour l'électroménager et la réparation de vélo. D'accord. Parce que là, je reviens juste un petit peu en arrière sur le côté un peu culturel finalement, quand tu parles de concerts, etc. Je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant finalement de lier les deux, quoi, de se dire que ces personnes aussi, et qui vivent aussi, je dirais en termes de salariés, pas forcément qu'en insertion, hein, d'un ensemble, faire vivre sur un même site à la fois le travail et à la fois le côté culturel, je veux dire, ça apporte aussi autre chose dans sa vie, quoi. Ça amène plein d'autres choses. Et puis si effectivement il y a un public qui est là aussi pour partager et donc susciter la rencontre, je pense qu'il y a quelque chose de gagné autour de cette mixité finalement de discipline. C'est ça, ça c'est le rêve. Ça c'est le rêve. Alors le lieu, notre lieu est tout à fait correct, hein, mais il n'est pas idéal pour ça. Il faut qu'il soit plus grand. Donc, effectivement, et pour trouver un lieu plus grand, avec le marché de l'immobilier sur notre agglomération, il nous faudrait une aide locale, c'est évident, parce qu'on n'a pas les moyens. Le local à côté qui serait tout à fait adapté, c'est un local à une centaine de mètres d'ici, le loyer c'est 11 000 € par mois. Donc, je parlais bien en termes sonores, on concert ici, avec les gens d'à côté. Oui, les voisins sont pleins, on a fait des concerts. Voilà, ça peut devenir très vite compliqué, voilà, quoi. c'est compliqué, en même temps peut-être que c'est juste de l'information. Voilà, j'ai organisé assez longtemps des concerts. Ça fait partie du jeu. Mais bon, si on peut s'épargner beaucoup de stress aussi, quoi. Donc, si on peut faire simple, c'est bien. C'est bien. Voilà, si tout ne peut pas être compliqué, peut ne pas être compliqué, c'est pas mal. Et du coup, toi, tu as toujours été dans le métier de l'économie sociale et solidaire? Toujours non. J'ai commencé assez tard dans le. J'ai un parcours un peu chaotique. J'ai été libraire il y a longtemps, enfin libraire vendeur en librairie il y a longtemps, il y a 30 ans. Et après, je fais des études d'histoire. Et après, ma première expérience significative, ça a été dans l'éducation populaire. Je bossais pour la Ligue de l'enseignement pendant quelques années sur le contact d'associations pour organiser des concerts, des spectacles en milieu rural, des tournées. Et après, j'ai participé à la création d'un projet de centre agroécologique entre Tulle et Brive, qui s'appelle le Battement d'Aile. Ça pendant 7 ans, où
Donc, là, on était vraiment dans l'autogestion, enfin, tentative d'autogestion et un modèle mixte, à la fois autogestion et très dépendant des subventions, qu'on allait chercher des financements. Mais bon, ce projet existe, donc c'est très bien. Je l'ai quitté il y a 10 ans. Et puis, du coup, je cherchais ce que je voulais faire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait un peu d'intérim, j'ai fait des choses diverses et variées, avant de trouver un boulot dans cette structure d'insertion, complètement par hasard. Je trouve intéressant effectivement un peu la destruction, mais à partir d'une renaissance d'un schéma, quoi. C'est-à-dire que de faire en sorte effectivement que les schémas types aujourd'hui puissent être re-questionnés, et donc ce type de formation fait ça, pour faire renaître d'autres schémas, quoi, et d'autres schémas qui naissent finalement d'un collectif ou d'une personne qui amène à bien finalement une autre manière de penser, quoi. Et, cette pensée qui peut être aujourd'hui qu'une pensée et qui peut devenir une opinion aussi, quoi. Oui. Et c'est pas forcément, ça reste pas qu'une pensée ou pas qu'une opinion. Ça va tellement vite aujourd'hui dans des schémas où on dit l'actualité ça passe de ça à ça, ça à ça, etc. Qu'on n'a pas le temps finalement de se faire une opinion de quoi que ce soit. Et qu'en plus on nous met dans des cases très rapidement en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut, etc. Et donc du coup on apprend là finalement à réapprendre à questionner les choses et à se dire bah tiens en le regardant différemment on peut effectivement penser différemment, quoi, et peut-être s'en faire une opinion ou pas. Oui, c'est ça, tout le temps. Voilà, nous, nos objectifs, c'est ça. C'est si on peut arriver, si dans 10 ans, on peut dire qu'ici, il y a des gens qui se mélangent, que c'est une école de la vie, et voilà, on aura réussi. S'il y a des gens qui s'opposent à nous et qui créent des structures alternatives à ce qu'on fait, ben c'est super. Ouais, c'est très bien. D'essayer d'être aussi dans une continuité. Il y a une personne qui me racontait ça en me disant, pour parler de la continuité dans le bon sens, il disait voilà, quand on construisait les cathédrales, on mettait le bois, les gros troncs d'arbres dans l'eau. Mais en fait, on ne les mettait pas pour qu'eux-mêmes construisaient la cathédrale. On les mettait pour que dans 50 ans, puisqu'il fallait attendre 50 ans pour que l'eau prenne effectivement le bois et devienne si solide qu'on puisse créer la cathédrale. Et donc en fait, ils avaient eux ceux d'avant, donc ils construisaient, mais ils n'oubliaient pas de remettre d'autres troncs d'arbres pour reconstruire dans 50 ans finalement quelque chose d'autre. Donc quelque part, si nous-mêmes effectivement ce qu'on sème aujourd'hui c'est bien plus grand que nous et qu'on se dit que chaque pas qu'on essaye de faire fait que ça va aider l'autre génération à pouvoir non pas toujours repartir de zéro, parce que je veux dire, ça ne part jamais de zéro, mais dans une continuité positive finalement face à ce que l'on vit aujourd'hui en termes de nombre de personnes, ne serait-ce que ça, quoi. Je veux dire, on est passé de 4 milliards dans les années 50 ou 60 à 7 milliards aujourd'hui et 10 milliards dans très peu de temps. Donc comment on peut vivre tous ensemble dans une planète, même si nous on fait zéro déchet, comment ça se passe en Inde, comment ça se passe en Asie, comment ça se passe dans l'autre monde, ils sont bien plus nombreux que nous, quoi. Mais en même temps, nous, comment on contribue à ça, quoi, par le fait de dire, voilà, on aura fait ce qu'on a pu au moins sur notre passage. Quel citoyen on est, et c'est sûr que c'est pas en coupant l'eau quand on se brosse les dents qu'on va changer les choses, mais c'est pas ça le but, quoi. Le but c'est juste de montrer que n'y a pas juste le marché qui peut offrir des solutions, et que donc aussi on est prisonnier de réflexes conditionnés par le marché. Voilà. Donc retrouver un petit peu d'autonomie, c'est aussi retrouver de la liberté, même si c'est contraignant. Non, mais je suis OK avec ça, et j'ajoute à ça peut-être, enfin moi de mon point de vue, c'est que je dirais c'est en étant plus écologique soi-même qu'on peut être écologique avec les autres et avec la Terre. C'est-à-dire que plus on va prendre soin de nous-mêmes à travers nos actes, nos façons de réfléchir aussi, nos façons d'agir, plus effectivement on est capable de transmettre des choses et d'aller bien plus loin dans ce que l'on veut faire. Plus effectivement on va être à l'inverse de tout ça, plus on se replie sur soi-même et on fait d'un monde fermé et donc un monde qui se pourrit, quoi, comme un verre dans une
pommes, tout simplement, quoi. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Ben, je Fabrice t'en prie. d'avoir pris Merci. ce temps-là. Merci d'être venu nous voir. Dommage de. Et puis si un jour tu passes à Noisy-le-Grand, n'hésite pas de venir nous voir. Ça sera avec grand plaisir.